Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue, dans cette nouvelle conférence. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Aujourd'hui donc nous sommes avec, Blandine Gauthier qui va être, votre conférencière du jour. Bonjour Estelle, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour à tous, je vois qu'on tout le monde se connecte. On va attendre quelques minutes. Alors moi je me présente, je sais pas si tout le monde, me connaît encore. Donc je suis Estelle, je fais partie donc de l'équipe, marketing. Donc je m'occupe donc de toutes les activités culturelles et des activités, événementielles, que Intermed propose. Donc aujourd'hui, c'est moi qui remplace, Béatrice, que vous connaissez, à peu près tous, je pense. Donc n'hésitez pas quand vous avez des questions à les écrire dans le chat et on y reviendra, juste à la fin, de la conférence. On va attendre encore peut-être une petite minute que tout le monde arrive et on pourra commencer. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a plein de messages, plein de bonjours. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Bonjour Blandine, rebonjour. Rebonjour Estelle et rebonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, la conférence portera donc sur l'équateur, des volcans de la cordillère des Andes à la théorie de Darwin, donc présentée par notre conférencière Blandine Gauthier. Blandine, la parole est à toi. Merci beaucoup Estelle. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle conférence sur un petit pays encore un peu méconnu en Amérique du Sud qui est donc l'Équateur. L'Équateur, vous allez voir, c'est un pays qui est une sorte de condensé d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'on va trouver au sein de ce petit territoire de 272 000 kilomètres carrés seulement, eh bien, des paysages, des écosystèmes, une faune, une flore et un passé archéologique qui résume un petit peu toute l'histoire de l'Amérique du Sud. Donc c'est en cela que l'Équateur est intéressant, c'est dans la richesse de son patrimoine, la variété de son histoire, aussi bien préhispanique que coloniale, et la beauté de ses paysages. Donc c'est tout ça que je compte vous faire découvrir lors de cette conférence rapide, parce que 1 heure et demie pour tout raconter sur l'Équateur, c'est bien peu, mais pour surtout vous donner envie de vous y rendre et d'en savoir plus par vous-même. Donc, juste un petit itinéraire qu'a monté donc la production d'Intermed pour vous montrer les différentes étapes du voyage qui est donc proposé dans ce pays, à savoir la visite de la ville de Quito à travers son musée d'archéologie, à travers son passé colonial. À l'extérieur de Quito, non loin de là, eh bien, nous visitons également la Mitad del Mundo, dont je vais vous parler maintenant, ce qu'on appelle donc la moitié du monde, là où fut mis en évidence le passage de la ligne équatoriale au XVIIIe siècle, et puis la découverte de la cordillère à travers donc le volcan Cotopaxi, la région de Sumbagua, Quilotoa, qui est une des plus belles lagunes de cratères de volcans au monde, le site d'Ingapirca, qui se trouve non loin de la ville de Cuenca, la découverte de cette ville de Cuenca et son riche passé à la fois artisanale et préhispanique, de même donc que la visite du Banco Central de Cuenca, qui est un très bon résumé de toute cette richesse. Et puis bien sûr, on finit par la petite cerise sur le gâteau qui est la croisière aux Galapagos, que nous vous proposons donc de réaliser sur 4 jours complets de visite des différentes îles Galapagos dont je vais vous parler maintenant. Le fait de faire une croisière dans les îles Galapagos est un énorme avantage par rapport à la visite depuis un
point fixe sur une île à partir duquel on rayonne, c'est que cette croisière nous permet de visiter plus d'îles, d'aller plus loin et de voir une plus grande variété d'animaux et de paysages. Vous allez voir que les Galapagos, c'est un endroit absolument unique au monde, le seul endroit de la planète où les animaux considèrent les hommes comme d'autres animaux et n'ont pas peur de l'être humain. Donc ça veut dire une possibilité d'approcher les oiseaux, les iguanes, les différents mammifères terrestres, eh bien, comme si vous étiez, en fait, comme si vous faisiez partie de leur famille, comme si vous faisiez partie de leur environnement et des interactions avec les animaux comme on les a nulle part ailleurs dans le monde. Les différents hôtels, ça je vous laisserai regarder par vous-même si vous revenez sur cette conférence, vous pourrez redétailler ça, mais nous avons une très large gamme d'hôtels entre les 3-4 étoiles locaux qui sont vraiment tous d'excellente qualité. Et puis plus en détail aussi le bateau, le Legend, qui est donc celui qui nous accompagnera lors de la croisière dans les îles Galapagos. Donc voilà pour cette rapide présentation en fait de ce petit pays d'Amérique du Sud que vous voyez apparaître ici à l'écran à travers cette carte qui récapitule en fait les grandes agglomérations du pays. Donc je vous ai dit, l'Équateur, c'est 272 000 km², c'est le plus petit d'Amérique du Sud après les Guyanes. Et ce pays, donc, on a 3 grandes agglomérations qui sont historiquement importantes, qui est la ville de Quito, la capitale bien sûr, la ville de Guayaquil, qui est une sorte de capitale économique de l'Équateur, et la ville de Cuenca, que vous voyez ici vers le sud, qui est une ville qui a gardé beaucoup de son passé colonial espagnol dans son architecture, dans ses bâtiments. Et puis tout le long de la cordillère, en fait, entre Quito et Cuenca, toutes les agglomérations que vous voyez, pour beaucoup, eh bien, sont situées le long de cette cordillère des Andes, qui est une sorte de colonne vertébrale qui traverse le pays et qui va déterminer donc les écosystèmes, 3 grands écosystèmes, celui de la côte, qui est une sorte de plaine tropicale qui s'étend sur à peu près 800 km² depuis la frontière péruvienne jusque vers la frontière colombienne. Et de l'autre côté de la cordillère, eh bien, c'est l'Amazonie, avec par exemple la ville de Francisco de Orellana, que vous voyez ici sur la carte, ou Nueva Loja, Lago Agrio, qui est représentée dans la partie nord. Et puis, bien sûr, les îles Galapagos, qui se trouvent à environ 1200 km au large de la côte équatorienne et que nous atteignons donc en avion depuis la ville de Guayaquil ou la ville de Quito. Donc, un pays petit par sa taille, mais très riche par ses écosystèmes et par sa culture. Donc, vous voyez ici sur la carte, effectivement, ces 3 grands ensembles, ces 3 grands écosystèmes, plus celui des Galapagos. Et une particularité, bien sûr, c'est que ce pays est traversé par la ligne équatoriale dont on va parler maintenant à travers sa découverte, sa mise en place et ce qu'elle signifie pour le pays. Alors, contrairement au Pérou, en fait, l'Équateur n'a pas ces paliers écologiques que l'on peut trouver sur le long de la cordillère des Andes au Pérou, c'est-à-dire des paliers en fonction de l'altitude. Ici, on est beaucoup plus englobant et je dirais que les différences au moment du passage d'une altitude à l'autre sont moins marquées en Équateur qu'au Pérou. Donc, on a les terres chaudes que vous voyez, côté Pacifique, jusque vers 1500 mètres d'altitude. Entre 1500 et 2700, on est dans ce qu'on appelle des climats tempérés. Ensuite, entre 2700 et 4700, on est dans les terres froides, qu'on appelle aussi le páramo, qui donne naissance à une végétation tout à fait particulière. Et ensuite, au-delà de 4700 mètres, eh bien, on est dans la partie enneigée, dans les hauts sommets de la cordillère, avant de redescendre de l'autre côté vers la partie amazonienne. Ce qui caractérise l'Équateur, justement, dans sa partie andine, c'est le fait que nous n'avons pas une seule cordillère, mais nous en avons en fait 3. 2 principales, la cordillère orientale et la cordillère occidentale, plus une petite 3e cordillère qui, elle, est plus basse, située du côté de l'Amazonie, qu'on appelle la cordillère du Condor, et qui fait une sorte de palier intermédiaire entre les hauts sommets des Andes et la partie amazonienne. Et tout le long de ce passage des Andes, attendez, je vais revenir après, on va trouver effectivement tout un ensemble de sommets de volcans.
Sur ces volcans, quelques-uns sont actifs, la plupart ne le sont plus, mais on a en fait dans les Andes ce qu'on a appelé l'allée des volcans, du moins ce que Alexander von Humboldt va nommer comme tel lors de ses expéditions au XIXe siècle en Équateur, puisque la panaméricaine actuelle traverse tout le pays dans ce couloir andin et est encadrée de part et d'autre par les deux cordillères avec de magnifiques sommets enneigés dont je vais vous montrer maintenant quelques diapositives, qu'il a donc appelé l'allée des volcans, puisqu'on circule en fait entre ces deux masses montagneuses absolument spectaculaires. Et du coup, eh bien, nous avons des volcans qui dépassent les 5000 mètres d'altitude, le plus haut étant le Chimborazo, qui culmine à 6310 mètres d'altitude. Donc les Andes représentent effectivement cette sorte de barrière géographique entre deux parties tropicales. Et l'Équateur, tout comme le Pérou, enregistre une présence humaine très ancienne qui remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ pour les toutes premières implantations qui vont se faire justement le long de ces terres tropicales, le long de la côte pacifique. Pourquoi dans ces emplacements? Eh bien parce qu'on est là situé à l'embouchure des fleuves qui viennent de la cordillère, qui se jettent dans l'océan Pacifique, donc une alimentation en eau bien sûr importante pour ces populations qui vont se sédentariser au cours du temps, qui dépendent beaucoup de l'agriculture et qui vont utiliser donc ces oasis de verdure pour implanter les premiers centres cérémoniels. Et l'Équateur en cela eh bien, est tout à fait marche un petit peu en parallèle avec ce que l'on a du côté péruvien, puisqu'on a une culture très ancienne qui déjà est présente vers 4000 ans avant Jésus-Christ, qu'on appelle la culture Valdivia. Et là, nous sommes dans une période qu'on va qualifier de pré-céramique, c'est-à-dire une installation de populations qui sont déjà structurées, organisées, qui vont établir un centre cérémoniel qu'on appelle Real Alto, et qui vont produire des petites figurines qui vont être des céramiques. Ils vont commencer à produire des pièces en argile crue qui appartiennent à la période pré-céramique, mais les petites figurines que vous voyez ici à l'écran, qu'on appelle les figurines de Valdivia ou les Vénus de Valdivia, sont-elles déjà réalisées à partir d'on va dire 3500 ans avant Jésus-Christ en céramique, c'est-à-dire cuite. À l'époque, au Pérou, on a le site de Caral qui est contemporain, mais le site de Caral, lui, est resté à l'époque pré-céramique, c'est-à-dire qu'on ne cuit pas les réalisations en argile, alors que l'Équateur a déjà trouvé le principe de la cuisson de l'argile et va réaliser donc ces petites figurines que vous voyez ici qu'il va produire jusque vers 1700 avant Jésus-Christ. Et on a tout un ensemble vraiment extraordinaire de ces Vénus de Valdivia. Alors Vénus, vous comprenez le terme bien entendu, puisqu'il s'agit de corps de femmes, de visages de femmes, dont certaines sont représentées enceintes, comme vous le voyez sur la photo. Les hanches sont très marquées, la coiffure est saillante également, le visage, lui, est tout petit et assez fin, et donc on pense qu'on a une sorte d'hommage à la fertilité féminine, qui est bien sûr à placer en parallèle avec la fertilité agricole des terres. Vous voyez des représentations de ces figurines avec des enfants, parfois de façon assez amusante, avec une main posée sur le menton, comme si la personne était en train de réfléchir ou de rêver. Certaines d'entre elles qui sont assises également sur un petit siège. Et ces figurines, on ne connaît pas leur utilisation à l'époque de Valdivia. Elles étaient peut-être une sorte de représentation d'amulettes qui vont justement être utilisées dans des rites, dans des manifestations religieuses pour la fertilité de la terre, pour la fertilité féminine. Mais on en a retrouvé une quantité vraiment très importante. Et en parallèle, dès 3000 ans avant Jésus-Christ, on va avoir une production, regardez, en pierre sculptée, de personnages extrêmement stylisés. Ça, c'est très intéressant parce qu'on pense souvent aux cultures les plus anciennes du continent comme étant plutôt des cultures figuratives qui représentent la nature telle qu'elle est. Or, on voit très bien, à la fois chez Valdivia, mais on le trouve aussi au Pérou, que ces figurines, eh bien, en fait, sont déjà extrêmement stylisées et extrêmement conceptualisées. Vous voyez, par exemple, à gauche et à droite, des représentations d'oiseaux avec des becs qui sont évoqués de façon
stylisés au niveau du cou, des yeux qui sont juste évoqués aussi par deux petits renfoncements et une pupille saillante, des ailes qui apparaissent également sur les côtés du corps, mais qui sont loin d'être naturelles. Et donc cette culture Valdivia nous surprend à la fois par la richesse de sa production pré-céramique et céramique, et la variété surtout des traits qu'elle va utiliser, qu'elle va nous présenter. On a des récipients en pierre, regardez ici par exemple, qui représentent de toute évidence un félin, probablement le jaguar, qui est l'animal emblématique du continent américain parce qu'il est le plus grand prédateur qui occupe le haut de la chaîne alimentaire. Et voyez que le visage également de l'animal est stylisé. On met l'accent sur les crocs, on met l'accent sur l'agressivité de l'animal, mais on a aussi un petit récipient et une queue qui est représentée en spirale, la spirale devenant une sorte de motif pictographique qui va évoquer souvent des lieux où on trouve de l'eau, l'accès à l'intérieur de la terre. Donc la spirale devient une sorte de représentation stylisée avec une chaîne sémantique qui lui est associée. On pense que dans ces récipients en pierre, eh bien, on pouvait garder des liquides, on pouvait également garder certaines plantes, on pouvait également y déposer des offrandes qui étaient déposées en contexte cérémoniel. Malheureusement, en Équateur, on n'a pas de reste de grands centres cérémoniels comme on les a au Pérou, par manque de conservation d'une part, puisqu'on est dans un climat plutôt chaud, tropical, humide, donc qui est moins bon pour la préservation des pièces originales qu'on a au Pérou, par exemple. On est sur une côte désertique. Et puis aussi par manque de financement, par manque de volonté de réalisation de fouilles au cours du temps, l'Équateur a fait moins l'objet de fouilles archéologiques que son voisin, le Pérou. Néanmoins, à Real Alto, eh bien, on a retrouvé des restes de monticules, comme vous le voyez, alors représentés ici de façon un petit peu naïve, enfantine, on va dire, mais qui donne bien l'idée de ce que devait être le centre cérémoniel. Vous voyez qu'il s'agit de monticules de terre en haut desquels on construisait des maisons en matériaux périssables, c'est-à-dire en roseaux, en bois, en bambou, en terre. Et ces représentations-là, bien sûr, ont disparu avec le temps, mais les monticules, eux, souvent sont restés. Et on en a retrouvé la trace, vous voyez, de monticules aménagés le long de la rivière, des places centrales qui permettaient aux gens de se réunir et des lieux de travail agricole qui vont ponctuer en fait la représentation à la fois des habitations et des lieux cérémoniels. Donc le site de Real Alto est un vrai centre cérémoniel qui nous montre que depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on a une société qui est hiérarchisée, organisée, contrôlée par une classe sociale dirigeante et une main-d'œuvre probablement très abondante. Toute la culture Valdivia va s'étendre le long de la côte pacifique jusque vers 1700-1500 avant Jésus-Christ, où va apparaître une autre culture qu'on appelle Machalila, qui succède à Valdivia, qui se superpose à Valdivia. Sur certains sites, on va trouver les deux cultures concomitantes, c'est-à-dire qui se sont mélangées, mais sur d'autres lieux, on va trouver que du Machalila. Donc, on ne sait pas exactement comment s'est fait la transition entre les deux, puisque tout ça est fait souvent à partir du matériel archéologique. Et ce sont des typologies céramiques qui vont permettre aux archéologues de pouvoir mettre en avant le changement culturel, l'évolution culturelle entre une période et l'autre. Mais dans la réalité des faits, socialement, anthropologiquement parlant, bien sûr, il nous manque beaucoup d'informations. Ce que l'on va trouver de typique dans la culture Machalila, ce sont ces petites figurines que vous voyez ici à gauche, qui sont réalisées en coquillage. Le coquillage rouge que vous voyez à gauche est du spondylus, dont je vais vous parler tout de suite, qui est un coquillage que l'on trouve le long des côtes équatoriennes. L'autre aussi est fait en coquillage blanc. Et voyez que l'on a des représentations, je dirais, anthropomorphes, mais un peu stylisées, des corps qui sont quasiment inexistants, sauf deux petites mains de part et d'autre. Donc d'autres figurines, d'autres amulettes dont on ne connaît pas exactement la signification, mais qui sont très présentes dans la culture Machalila et que l'on va trouver dispersées un petit peu tout le long de la côte. Sauf que Machalila, on n'a pas de centre cérémoniel, contrairement à la culture Valdivia.
Par contre, à droite, ce que l'on va trouver, ce sont ces pierres sculptées en forme de poisson avec des petites irrégularités, des petites pointes au milieu qui permettaient justement de râper le manioc. Le manioc étant l'une des plantes les plus anciennes cultivées en terre tropicale, et avec le manioc, on fait des boissons fermentées, mais le manioc, c'est un petit peu la pomme de terre de la région tropicale, puisque c'est un tubercule que l'on va cuire et que l'on va consommer comme on consomme une pomme de terre. Et on a retrouvé tout un ensemble, regardez, de ces poissons stylisés. Vous voyez celui du bas, on voit bien le petit œil avec la petite bouche du poisson, et on va donc râper le manioc sur ces supports. Ces supports perdurant au-delà de la culture Machalila, parce qu'on va en trouver dans les époques plus récentes. Et dans cette culture, eh bien, vous voyez qu'on a aussi des représentations de figurines diverses et variées. On sent bien les réminiscences de Valdivia avec ses coiffes importantes, proéminentes, et ses visages extrêmement stylisés. Mais vous voyez qu'on porte un petit peu plus d'attention sur le reste du corps, sur les bras, sur le torse, sur les jambes. On représente la poitrine, donc on est bien en présence d'identité féminine. Et celle du milieu, par exemple, vous voyez les petits trous sur les côtés, devaient servir à accrocher des petites boucles d'oreilles, des anneaux, quelque chose de décoratif probablement réalisé en coquillage. Mais à l'époque, on utilise déjà beaucoup justement le coquillage le plus important, qui est donc ce fameux spondylus. Alors moi je dis spondylus parce que c'est un peu la mode, enfin la façon dont on le définit en espagnol. En français on dit spondyle, qui est donc un coquillage bivalve avec des petites excroissances que vous voyez ici sur la photo, et on va polir cette coquille extérieure pour ensuite découper des petites plaques et faire, regardez, des colliers, comme vous voyez ici à droite, qu'on appelle des chakira, des petites perles indépendantes, mais on va en faire aussi des plaques pour des pendentifs, pour des boucles d'oreilles, on va également faire des bracelets, différents ornements, et puis on va aussi réduire ce spondylus en poudre pour le déposer dans les temples, dans des lieux cérémoniels, voire même parfois par terre. On verra qu'à l'époque Inca, par exemple, eh bien, l'Inca ne foulait pas le sol de ses pieds, il marchait sur un tapis de spondylus. Pourquoi ce coquillage est-il aussi important? Eh bien, parce que depuis les époques les plus anciennes, dans les cultures préhispaniques, ce coquillage qui est présent le long de la côte équatorienne est très recherché par les Péruviens qui, eux, du côté plus au sud, ne le trouvent pas, parce que le courant de Humboldt, qui est un courant froid qui remonte le long de la côte pacifique, empêche le développement de ce coquillage. Et celui-ci n'apparaît que lorsque le phénomène d'El Niño, c'est-à-dire un courant très chaud venu du centre du Pacifique, se développe de façon surdimensionnée, amène des pluies tropicales le long de la côte sud-américaine et réchauffe les eaux qu'il traverse. Et c'est à ce moment-là que le spondylus apparaît, parce que les eaux remontent en température. Donc dans l'esprit des anciens américains, eh bien, arrivée de la pluie égale arrivée du spondylus. Et donc le spondylus devient l'emblème de la fertilité de la terre, l'emblème de la pluie et de la richesse, donc de la production agricole. Et il va être très recherché aussi bien par les cultures pré-Inca que les cultures Inca, et il va représenter, on va l'appeler aussi le muyu, M-U-2-L-U, c'est-à-dire la nourriture des dieux. Et je vais vous en reparler après à propos des Incas. À la fin de Machalila, en fait, on va assister vers environ 1200-900 avant notre ère, l'apparition d'une première culture, je dirais, panandine équatorienne, qu'on appelle la culture chorrera, où vous allez voir que le mode la typologie céramique change complètement. Ici, on a une pièce que les archéologues qualifient de période de transition, où on a un personnage, une figurine, mais regardez, avec des pieds très massifs, très gros, des tout petits membres, un visage surdimensionné mais extrêmement stylisé. Et voyez, on va retrouver les petits trous de part et d'autre pour y mettre des boucles d'oreilles. Également au niveau de la bouche, pour mettre ce qu'on appelait des labrets, donc des ornements qui étaient en fait des sortes de piercings que les gens se faisaient sous la lèvre. Mais là, on a les petits trous, donc on pense qu'on accrochait quelque chose en dessous du visage de l'individu. Et la culture chorrera va surtout se caractériser par une sorte de
d'homogénéité de la représentation anthropomorphe, où vous voyez ici à gauche, par exemple, des petits personnages qui ont des épaules très rondes. Alors, on voyait déjà ça un petit peu avant à Machalila, mais là, on va accentuer la rondeur du haut du corps avec des bras qui, du coup, sont un petit peu comme atrophiés, des hanches qui sont très marquées, comme on le trouvait déjà un peu à l'époque de Valdivia, et puis une tête avec des coiffes, regardez, des coiffes qui vont toujours être diverses et variées, avec des changements de couleur. On est sur une céramique qui est bichrome, donc on est sur du blanc cassé et de la couleur marron, rougeâtre, orangé, on va dire. Le visage est très stylisé, hein, deux petits traits pour les yeux, petit bout de nez, une petite bouche, mais c'est vraiment minimaliste. Et par contre, si vous regardez bien à gauche, vous allez voir que le petit monsieur porte un très joli petit short qui lui couvre la partie des hanches et des hauts des cuisses et qui est aussi une sorte de marqueur de cette culture chorrera. Des pièces comme celle-ci, on en a énormément pour cette culture. Alors, on les découvre lors de la visite du musée à Labado que nous réalisons à Quito, qui est un magnifique musée qui a une richesse de pièces céramiques absolument phénoménale. Et puis également, une autre visite que l'on fait à Cuenca, au musée des cultures aborigènes, qui est une collection privée. Et l'autre photo que je vous mets à droite est issue de cette collection privée, où vous voyez un très joli plat qui présente en fait des traits de chauve-souris. Regardez au milieu, en haut, on voit le petit corps et la tête de la chauve-souris. Et ce qui est très joli dans ce dessin, c'est que les ailes de la chauve-souris semblent épouser en fait le pourtour du plat. On a des petites pointes qui sont dessinées sur le côté. C'est très élégant, c'est très fin, c'est très raffiné. Et on est toujours dans ces couleurs donc orangées, marron, qui vont marquer le style chorrera. Regardez ce très joli plat également avec ce qu'on appelle des pieds mammiformes, c'est-à-dire des pieds sous forme de calebasse ou de légumineuses, à l'intérieur desquels souvent se trouvaient des petites graines, si bien que lorsqu'on prend la pièce et qu'on la fait bouger, elle fait du bruit. Et vous voyez qu'on a comme une corolle de fleurs en fait sur les côtés qui s'étalent. Et ces pièces, bien sûr, étaient des récipients pour des offrandes, pour des rituels à caractère religieux. Mais admirez la finesse avec laquelle elles étaient réalisées. Et dans la culture chorrera, là, on a une variété vraiment de présentations, de styles et de pièces à caractère rituel vraiment exceptionnelles. Vous voyez les petits personnages à gauche, par exemple. On a un petit monsieur qui est sur le dos. Alors, le goulot de la céramique, forcément, est placé sur son ventre, ou des personnages qui semblent être des siamois. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Vous allez voir que les siamois, on en a des représentations dans d'autres cultures équatoriennes. Et puis la pièce à droite vous montre deux corps de céramique avec un oiseau représenté à droite, planté sur une sorte de toit de maison. Et le petit pont qui relie les deux céramiques permet le passage du liquide. Et en fait, quand on fait passer le liquide d'un corps de céramique à l'autre, il y a un sifflement qui est émis par la pièce, qui est dû en fait à la différence de pression à l'intérieur du récipient. Et donc, on appelle ces pièces des pièces sifflets, qui sont tout à fait originales et très amusantes dans leur composition. À partir de 500 avant notre ère, on va assister à ce que les archéologues ont appelé la période régionale de l'Équateur. Alors, comme on a beaucoup moins de connaissances sur le passé préhispanique de l'Équateur que sur celui du Pérou, on est sur des périodes qui sont plus longues, plus englobantes. Entre moins 500 et plus 600 de notre ère, on a donc cette régionalisation de culture. La culture chorrera a un petit peu unifié, on va dire, toute la côte pacifique et une petite partie des Andes à travers des traits culturels qui vont perdurer. Mais à partir de moins 500, on est sur une prise d'indépendance de certaines communautés qui vont développer leur propre structure, leur propre organisation sociale et leur propre style artistique. Donc, je vais vous en parler parler de certaines d'entre elles, mais les limites géographiques de chaque culture ne sont pas bien définies et très souvent, eh bien, on voit que ces limites sont un peu fluctuantes et qu'il y a des influences qui ont eu lieu entre les différents endroits. L'une des plus célèbres et des plus spectaculaires que l'on découvre toujours au musée de l'Alabado et au musée des cultures aborigènes de Cuenca, c'est la culture de la Tolita. Vous voyez ici cette carte qui vous met en valeur donc la côte extrêmement déchiquetée du nord de l'Équateur, frontière avec la Colombie. Bon, la frontière à l'époque préhispanique, elle n'existait pas, bien sûr, si bien que cette culture de la Tolita, en fait, on la trouve aussi
en Colombie. Mais en Colombie, on l'appelle la culture Tumaco, mais en réalité, c'est exactement le même développement culturel. Et vous voyez que l'on a beaucoup de marécages, beaucoup de rivières, et en fait, la culture de la Tolita, eh bien, va s'étendre le long de ces petites îles, de ces îlots, de ces péninsules, et on va retrouver notre système de tolas, c'est-à-dire de petits monticules, comme je vous ai montré tout à l'heure pour la culture Valdivia. Et donc on a mis en évidence ces monticules, mais encore une fois, les constructions qui étaient dessus n'ont pas survécu au temps. Par contre, vous voyez ici des petites représentations en céramique de ce qui devait être les temples à l'époque, qui ont un petit air un peu de pagode, hein. Si vous regardez bien, on a l'impression de voir un peu des pagodes asiatiques avec des parties qui sont relevées sur les côtés. Mais surtout, à la Tolita, ce que nous avons, eh bien, regardez, c'est des représentations zoomorphes, anthropomorphes, absolument abracadabrantesques, un tantinet, comment dirais-je, exagéré. Vous voyez par exemple ces personnages avec des sortes de tuniques avec des plumes qui ont une figure de jaguar, une figure féline avec une langue bifide et des positions toujours comme si les personnages étaient en train de danser et en train d'être animés. Une des figures les plus célèbres et qui illustre bien les mélanges des traits zoomorphes, celle que vous avez à gauche, vous voyez ce personnage qui a un côté très carré et stylisé sur la gauche, et puis une partie beaucoup plus flexible avec une sorte d'œil entouré par le corps d'un serpent et un bras qui lui est plié et semble se mélanger en fait avec la tête du serpent. Donc on a ici un personnage qui se veut anthropomorphe, mais qui a une bouche féline et un œil de serpent. Donc qui est bien sûr le résultat de la combinaison de traits zoomorphes qui va donner naissance à des personnages mythologiques dans lesquels on va trouver des symboliques associées à ces différents animaux. Regardez le poisson avec la râpe, donc à manioc dont je parlais tout à l'heure, de même que des petits tampons qui vont servir à être plongés dans des encres végétales ou minérales et à faire des peintures corporelles. Alors, un exemple de cet art de la Tolita qui est très exubérant, dans lequel on va trouver des personnages humains, regardez, avec des sortes de masques de félins, parce qu'on voit les petits cercles qui représentent le pelage de l'animal, ou un félin qui a lui-même une bouche un peu d'oiseau avec une espèce de grande langue qui pend dans la partie basse du corps de l'animal, qui était en fait un couvercle probablement d'encensoir ou de récipient cérémoniel. On a des caïmans qui ont 4 yeux, pourquoi pas, qui ont des pattes sur lesquelles ils se dressent, et puis des mâchoires surdimensionnées, ou des félins, regardez, qui ont un visage humain, mais le reste du corps qui est félinisé. Et des productions comme cela, à la Tolita, on en a, mais à n'en plus finir, des céramiques qui sont toutes plus exubérantes et amusantes, je dirais, les unes que les autres, parce qu'on voit bien qu'on pénètre dans un univers fantasmagorique pour lequel, bien sûr, nous n'avons pas toutes les clés de déchiffrement. Et ce qui va caractériser également le site de la Tolita, c'est l'art de l'orfèvrerie. À partir de moins 500 avant Jésus-Christ, on voit que l'Équateur se dote d'artisans, de spécialistes de l'orfèvrerie et de la métallurgie qui vont nous donner des pièces absolument remarquables, comme par exemple ce célèbre masque que vous voyez à gauche, puisqu'il est maintenant l'emblème de la Banque centrale de l'Équateur, qui figure une sorte de visage stylisé avec une bouche féline, mais regardez les rayons qui sortent de ce visage, donc une sorte de soleil stylisé, ce sont des serpents qui vont dresser en fait une sorte de corolle tout autour de ce soleil équatorien. Et différents visages, regardez, que l'on va porter en pendentif, donc en or. On connaît très bien le mélange des métaux, on connaît la fonte, on connaît le travail repoussé à froid, repoussé à chaud, la cire perdue. Toutes les techniques d'orfèvrerie sont présentes et la petite figurine que vous voyez en haut, la particularité, c'est qu'elle mélange à la fois de l'or et du platine. Et regardez ici, ce masque en or a des yeux de platine. Il faut savoir que le platine en Europe ne sera utilisé qu'à partir du XVIIIe siècle
et qu'on ne l'utilisait pas avant pour une bonne et simple raison, c'est que l'on n'avait pas de quoi atteindre le point de fusion, le point pour travailler le platine. Or, les Équatoriens, eh bien, en moins 500 avant Jésus-Christ, ils travaillaient déjà le platine. Et en fait, le platine va être travaillé avec l'or. On va appeler ça en fait un phénomène d'amalgame entre les deux métaux dans lequel on va faire fondre l'or et le platine ensemble de façon à pouvoir travailler le galet qui est le résultat de ce mélange. Mais c'est un travail très pointu, très exigeant qu'on ne trouve que en Équateur et en Colombie et que même le Pérou, avec son art de l'orfèvrerie extrêmement développé, ne réalisera jamais. Donc ça, ce sont des pièces tout à fait extraordinaires. Regardez les ornements d'oreilles. On a les boucles d'oreilles légères, discrètes, faciles à porter, vous voyez, avec des pendants qui évoquent presque des doigts de main, mais avec des figures félines qui sont présentes. Donc tout ce qui est orfèvrerie, bien sûr, était réservé à une élite qui s'ornait le visage et le corps avec des bijoux dans lesquels le reflet du soleil pouvait s'exercer et qui représentaient leur pouvoir, bien sûr, leur statut social. De façon contemporaine à la Tolita, on a une autre culture qui s'appelle Hamakoake, qui nous donne alors aussi des pièces extrêmement délirantes avec des personnages, regardez, qui ont des positionnements comme des mains ouvertes sur le côté, qu'on pensait être une posture de sorte de prière, d'allégeance, de soumission, même si, bon, on n'est pas tout à fait sûr de la signification. On a des personnages féminins, comme à gauche, et puis des personnages complètement abracadabrants, comme ce personnage à droite qui mélange des traits de félin. Et regardez les ongles et les doigts qui sont très fins, des sortes de griffes en fait, qui sont représentés sur les mains et sur les pieds et des individus qui portent des coiffes extrêmement riches, si bien que leur visage est quasiment noyé dans cette décoration d'ornements, de coiffes, de vêtements, de pagnes, d'ornements, également de boucles d'oreilles, de colliers. Regardez l'individu à droite qui a d'énormes boucles d'oreilles et qui est assis sur un petit trône en train de, probablement il avait quelque chose dans les mains qu'il brandissait. Et ces pièces nous en apprennent beaucoup sur la vestimentaire, les ornements et tout ce que les dignitaires et les gens importants pouvaient afficher à l'époque comme symbole de leur pouvoir. Alors celui de droite, on l'appelle aussi le coquero parce que si, alors on ne le voit pas très bien à la photo, mais sa joue gauche a en fait une petite boule sur la partie du bas de la joue qui est en fait note en fait la présence d'une feuille de coca que l'individu est en train de mâcher et dans ses mains, il tenait probablement une sorte de récipient parce qu'on a la petite spatule qui apparaît et dans ce récipient se trouvait de la chaux à base de coquillage et pour accélérer la sortie des alcaloïdes contenus dans la feuille de coca, eh bien on rajoutait de la chaux à la feuille de coca et cette feuille de coca était donc consommée essentiellement par des personnages importants lors de rituels particuliers. Et on a d'autres illustrations de gens qui, regardez, se mettent la main dans la bouche comme pour se faire vomir. Et ça, on pense que c'est une tradition qui se réalisait avant la consommation de lianes d'ayahuasca. L'ayahuasca est une liane qui vient de la partie amazonienne et qui était consommée quand elle est bue en décoction. La première chose que fait la liane, c'est vous faire vomir, c'est-à-dire de vous purifier le corps avant de vous donner des hallucinations et de vous transporter dans un monde parallèle. L'ayahuasca était probablement très consommée à l'époque préhispanique. Et puis on a des représentations, regardez, sorte de vase chaussure, parce qu'en fait le récipient est légèrement déporté sur la droite, comme si on avait une chaussure en fait, sauf que la partie pointue de la chaussure est occupée par un personnage avec des mains saillantes, avec une coiffe extrêmement élaborée et un visage aussi complètement mélangé avec des traits de félin, puisqu'on voit les crocs qui sont également saillants. La culture Bahia, qui se trouve un petit peu plus au sud, qui est contemporaine également de la Tolita et Hamakoake, regardez, nous présente des siamois. On a des petits personnages, deux dames par exemple, qui sont assises. On voit que la poitrine est marquée, mais regardez, les bras sont collés l'un à l'autre. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment des siamois dans la société? Est-ce que ce sont des anomalies génétiques qu'on a voulu représenter? Ou est-ce que ça a plutôt une connotation à caractère symbolique? On ne sait pas exactement,
mais la culture Bahia est celle qui va nous représenter le plus des personnages qui sont effectivement unis par l'un de leurs membres. Et à gauche, le monsieur qui est assis, lui tient un petit récipient et également une figure en miniature, non pardon, il a un récipient dans la main gauche et il tient un autre récipient sur les épaules. Voilà ces grandes pièces de céramique que l'on trouve dans la culture Bahia, qui sont beaucoup plus importantes que les autres pièces, Hamakoake ou la Tolita. Donc on les a appelés les géants de Bahia. Et vous voyez la différence, en fait, c'est quand on représente des femmes, elles ont les jambes allongées. Quand ce sont des hommes, ils ont les jambes en tailleur. Et les hommes, eh bien, tiennent des petits récipients qui sont en fait des récipients de chaux dans lesquels, avec la spatule, vous voyez la sculpture à droite vous montre un personnage avec une riche coiffe qui a son petit récipient, qui a la petite spatule et qui va aller chercher donc la chaux pour la mélanger avec la feuille de coca. Donc ces personnages sont des coqueros, ils sont en train de mâcher la feuille de coca. Et dans la partie de la cordillère, eh bien, on a d'autres cultures qui vont se développer, mais un petit peu plus tardives, c'est-à-dire au moment où on a, en fait, à partir de 600 de notre ère, 700 de notre ère, toutes ces entités de culture régionales vont s'unir pour former ce qu'on a appelé des confédérations. On a une culture qui est un peu particulière, qu'on appelle Kosanga Piraro, qui va nous donner en fait des céramiques extrêmement fines qu'on appelle coquilles d'œufs. Alors sur la photo, c'est pas évident à voir, mais elles sont extrêmement fines, extrêmement fragiles. Et vous voyez que les personnages qui apparaissent sont des sortes de couronnes qui étaient faites en fait avec des griffes de jaguar. Et ces couronnes, eh bien, nous montrent l'influence que reçoit cette culture andine de la part de l'Amazonie. L'Amazonie, les Andes et la côte ont toujours interagi les uns avec les autres et se sont influencés mutuellement. Alors, est-ce que ce sont des gens d'Amazonie qui sont arrivés dans les Andes? Est-ce que ce sont des Andes qui sont allés en Amazonie mais qui ont récupéré des cultures, des traditions locales? Ça, on ne le sait pas très très bien, mais on voit qu'en fait, les limites, comme je vous disais, de ces cultures ne sont pas fixes et qu'on a en fait des influences de part et d'autre. Quant à la côte, eh bien, on a deux grandes cultures qui vont se développer tardivement, la culture manteña et la culture Kosanga Pilaro. Alors, on a, la culture Huancavilca, pardon, excusez-moi. La culture manteña, vous voyez, je l'ai datée de 700 à 1535, bien sûr, à l'arrivée des Espagnols. Cette culture est encore présente. La culture manteña, elle se traduit par une production de céramique noire. Vous voyez des personnages stylisés aussi, parfois avec deux corps de céramique. À droite, vous avez un personnage en pied et en haut, vous voyez que ça fait comme une assiette évasée sur laquelle on déposait des offrandes que l'on allait faire brûler. Et la particularité de ces cultures manteña, c'est une production très importante de sièges, sorte de trône en pierre, que l'on va trouver sur des différents emplacements le long de la côte, sans qu'on ait trop d'informations non plus sur le contexte d'utilisation, qui a parfois un côté un petit peu humoristique. Hein. Si vous regardez à gauche, vous voyez que l'on a des trônes avec des visages humains qui apparaissent, mais on a aussi les fesses qui apparaissent de l'autre côté. Vous voyez le petit personnage accroupi, et donc si on tourne autour du trône, et bien de l'autre côté, on voit les fesses, qui est quand même assez amusant dans le cadre d'une représentation de pouvoir ou de représentation à caractère rituel. Quant au visage, si vous regardez à droite, vous allez voir qu'ils sont très stylisés et on va retrouver aussi devant des traits de félin avec une bouche avec des crocs saillants. Et la particularité de la culture manteña, c'est que c'était une culture qui était commerçante, c'est-à-dire qui va longer par cabotage toutes les côtes de l'Équateur, qui va aller jusqu'au Pérou, mais qui va probablement monter aussi jusqu'en Mésoamérique. Et l'un des éléments de leur commerce à l'extérieur, eh bien, c'était le spondylus, dont vous voyez ici des représentations, et des bateaux faits sous forme de radeaux qui emmenaient le spondylus que l'on allait échanger contre des céramiques, contre des textiles, contre de la nourriture que l'on ne trouvait pas forcément le long de la côte équatorienne, et donc un va-et-vient d'échanges commerciaux à très longue distance. Et la culture manteña est probablement la première à avoir mis en place des formes de référents monétaires, comme ces haches-monnaies, ces petites haches faites en cuivre, qui étaient là une sorte de monnaie d'échange que l'on utilisait dans le commerce avec les autres groupes
ethniques. Et ça, on en a retrouvé en quantité très importante. La culture manteño-huancavilca est contemporaine de la manteña. Les deux, en fait, ont une influence très forte l'une avec l'autre. Et vous voyez que l'on a des très jolies représentations, toujours de couleur noire, c'est-à-dire des céramiques cuites dans une atmosphère pauvre en oxygène, qui représentent des sortes de petits rongeurs, de cervidés, et parfois aussi des pièces de métallurgie avec des visages extrêmement stylisés. Et dans la partie des Andes, eh bien, on a dans la région de Chimborazo, par exemple, des pièces qui sont peintes en négatif. Ça veut dire que l'on va couvrir des parties de la céramique que l'on va ensuite faire cuire et ensuite on retire la couverture, ce qui permet de désigner des parties plus sombres que vous voyez ici avec un personnage extrêmement stylisé représenté soit tout en longueur, soit avec les membres qui apparaissent, des bras et des petits pieds, mais toujours extrêmement atrophiés, à part les organes sexuels qui sont représentés aussi sur ces petites pièces. La culture purroa, on la connaît très très mal parce qu'on a assez peu de pièces, mais par contre, on a des pièces très standardisées qui sont représentées de façon importante. Et c'est là que l'on voit apparaître les quelques sites archéologiques pré-Inca que possède l'Équateur, comme par exemple le site de Cochasqui que nous visitons lors du voyage dans la région d'Otavalo, qui est un site assez spectaculaire puisque l'on y trouve des pyramides, regardez, avec de grandes rampes qui s'étendent parfois sur plusieurs dizaines de mètres, des pyramides qui n'ont été que partiellement découvertes par les archéologues, qui sont encore recouvertes par la végétation, mais que l'on peut observer de plus près. Alors voilà un schéma qui vous les reproduit, et voyez la photo en bas qui vous montre qu'en fait ces pyramides étaient construites avec ce qu'on appelle la cangawa, qui est une sorte de pierre faite de cendres compactées, avec lesquelles on faisait des gros blocs, et c'est ces blocs qui vont aménager le corps central de la pyramide. Ce site de Cochasqui sera conquis plus tard par les Incas, qui vont dominer la région. Et on a toute une céramique, bien sûr, qui appartient à cette époque tardive, avec de petits personnages. Tout à l'heure, je vous ai montré les mains écartées en bas comme signe de soumission. Bah, là, on a les mains en l'air, un peu comme si le personnage disait « Oh là, les mains !» et se rendait devant celui qui se présente, ou des céramiques que l'on qualifie d'oreilles de cactus, d'oreilles de lama, pardon, de feuilles de cactus, parce que les pieds très hauts, regardez, évoquent eh bien, soit des oreilles de lama, soit des feuilles de cactus, et en dessous, on mettait le charbon de bois pour faire cuire les choses à l'intérieur. On a beaucoup de céramique utilitaire à Cochasqui, et la céramique rituelle est de moins bonne qualité que celle que je viens de vous présenter auparavant. Et un petit peu plus vers le nord, à la frontière avec la Colombie également, eh bien, on va trouver des jolies pièces, regardez, avec des petits personnages stylisés, des animaux stylisés, ou aussi des pièces avec des tenons, regardez à droite, d'une femme par exemple qui porte son enfant dans le dos, donc des pièces qui se veulent un peu plus naturalistes, un peu plus proches de la vie quotidienne des gens et des traits anthropomorphes de la population. Et une culture très importante pour l'histoire de l'Équateur se trouve être la culture Cañari, qui se trouve dans la région de Cuenca. Alors je vous dis qu'elle est importante parce que les Cañari ont été conquis par les Incas, et qu'à l'époque de la conquête, eh bien, en fait, ils n'avaient jamais vraiment accepté la domination des Incas, et ils vont passer dans le camp espagnol contre les Incas. Et les Cañari occupent toute la région du sud de la partie de Cuenca, avec, regardez, des productions céramiques d'excellente qualité. On a l'impression que les pièces ont été faites hier, tellement elles sont belles et avec un engobe particulièrement brillant. On a des petites figurines stylisées. Et les Canaries existent toujours à l'heure actuelle, et c'est ça aussi le gros avantage de l'Équateur, c'est qu'on découvre tout le long de la cordillère des Andes des communautés ethniques qui sont les héritières directes de ce passé préhispanique et qui sont toujours présentes. Les Canaries sont des gens qui mettent un point d'honneur à conserver leurs traditions culturelles, qui sont même parfois un peu rebelles, on va dire, à l'imposition du système moderne actuel, et qui défendent beaucoup leur particularité culturelle. Le site de Tomebamba, c'est l'ancien emplacement de la ville de Cuenca,
qui a été conquis par les Incas. Les Incas vont donc soumettre les Cañaris, imposer leur domination sur cette partie du territoire équatorien. Et ce qui a poussé les Incas à venir jusqu'au dans le territoire équatorien, ben, c'était pour une bonne raison, la route du Spondylus. Les Incas voulaient dominer, gérer le commerce du Spondylus depuis la source, c'est-à-dire depuis les côtes équatoriennes, jusqu'à la ville de Cusco. Et donc, ils vont entreprendre une conquête qui a dû être dure, violente, sanguinaire, dans laquelle eh bien, ils vont finir par dominer cette culture cagnari. La photo de gauche vous montre les terrasses qui représentent en fait l'ancien site Inca, dont vous voyez les restes de soubassement. Malheureusement, ce site qui devait avoir au moins l'importance de Cusco a été complètement rasé lors de la guerre civile qui va opposer les deux Incas pour le pouvoir, Atahualpa et Huáscar, au moment de l'arrivée des Espagnols. Le pays est plongé dans la guerre civile et Atahualpa va, pour se venger de son frère, va faire raser complètement les villes qui avaient osé soutenir son frère contre lui, et donc la ville de Tomebamba sera détruite complètement. Donc il ne nous reste que les soubassements ici de ce qui était probablement à l'époque un Akiawasi, c'est-à-dire un temple des Vierges du Soleil, tels qu'on les trouvait dans l'aménagement des sites Incas. Par contre, on a retrouvé beaucoup de céramiques, regardez, qui sont des marqueurs de la présence Inca, qu'on appelle des aribales, qui sont ces grandes amphores dans lesquelles on gardait le maïs que l'on faisait fermenter pour la production de la boisson alcoolisée de l'époque, qu'on appelait la chicha, qui existe encore à l'heure actuelle, puisque les communautés indiennes font la fête avec de la chicha, qui a le degré d'alcool d'une bière, mais quand on en boit beaucoup, ça fait de l'effet. Et donc, ces grands récipients étaient destinés à laisser fermenter les grains de maïs pour obtenir cette chicha. Et les aribales ont toutes le même design, la même forme, c'est-à-dire avec une partie globulaire importante, un col qui s'évase et des petites anses de chaque côté qui permettaient de passer une corde pour tenir la pièce sur les épaules. Et les Incas ont aménagé, donc après la conquête de Tomebamba qui deviendra Cuenca, eh bien, un grand site archéologique, le plus grand site d'Équateur, qui est le site d'Ingapirca, dans lequel on va trouver combinés des restes d'emplacements cagnari avec des restes Incas. Sur cette photo, vous voyez les trous qui apparaissent au premier plan sont d'époque cagnari, de même que la construction que vous voyez à gauche est aussi d'époque cagnari, ce qui nous montre bien que les Incas récupèrent les sites sacrés qui les ont précédés, mais vont construire à côté leur propre construction. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux établissements anciens et on va aménager, on va sacraliser le lieu un peu plus loin avec, regardez, cet aspect en demi-cercle dans lesquels on va trouver des restes de construction d'entrepôts ou de lieux à caractère résidentiel. Et tout au bout de ce petit muret que vous voyez sur la photo, vous voyez qu'il y a une construction qui est érigée, qui est en forme d'ellipse et que l'on appelle le louchnou, c'est-à-dire la plateforme cérémonielle dans laquelle on réalisait des rituels, probablement en l'honneur du soleil, de la lune. Bon, on peut avoir, enfin, il y a plusieurs explications à la signification de cette construction et on va retrouver l'architecture inca traditionnelle, à savoir des pierres parfaitement taillées qui s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres, dont vous voyez ici l'illustration à droite avec un linteau en pierre et une porte qui est légèrement inclinée de forme trapézoïdale. Donc ce site d'Ingapirca est la preuve d'une présence inca tardive, certes, puisqu'on est à partir des années 1472, au moment où les Incas donc, vont occuper ce territoire. Ils ne vont pas y rester très longtemps, puisque les Espagnols arrivent en 1533, et donc ce territoire sera très vite abandonné. De l'autre côté, quand on passe donc la cordillère et que l'on descend du côté amazonien, là on change complètement d'univers. Les Incas avaient bien essayé de conquérir ce territoire amazonien, mais ils s'y étaient cassés les dents à chaque fois. Toutes les petites entités, les communautés indigènes qui occupaient l'Amazonie ont toujours résisté à la conquête Inca.
et ne seront en fait, je dirais, embêtés par la colonisation que quelques dizaines d'années plus tard, après l'arrivée des Espagnols dans les Andes. Et on y trouve toujours bien, des animaux assez étonnants, comme ces dauphins roses, par exemple, que l'on peut apercevoir lorsqu'on navigue sur le fleuve Napo, qui est un affluent de l'Amazone et qui traverse en fait toute la partie de l'équateur. Cette photo, je l'aime beaucoup parce que elle représente bien les aléas des rencontres avec les petits singes capucins qui peuplent ce territoire. Et on y retrouve aussi, bien sûr, les descendants des anciennes populations amazoniennes qui étaient bien plus nombreuses et bien plus importantes que ce que les conquistadors ont bien voulu nous dire. On a un patrimoine archéologique en Équateur qu'on appelle la culture Omagua, qui nous a donné, regardez, de magnifiques urnes funéraires avec des représentations anthropomorphes et des décorations qui se veulent très riches à base de volutes, d'entrelacs, qu'on va retrouver par exemple sur des assiettes ou sur d'autres types d'urnes, comme celle que vous voyez à droite, d'un petit personnage assis sur un banc, qui nous montre probablement une certaine vision de la nature, une certaine vision de l'environnement qu'avaient ces populations qui habitaient dans un lieu dans lequel les espèces minérales, végétales, animales sont très denses, très importantes, ce qui évoque probablement aussi cette densité de motifs que l'on trouve dans la céramique ou dans ces fameuses urnes funéraires. Donc là aussi, c'est tout un patrimoine archéologique qui est tout à fait conséquent et que l'on trouve sur ce territoire. Et récemment, d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la relation entre les Andes et l'Amazonie, eh bien, le LIDAR, qui est donc ce système de laser, de détection laser moderne, nous a permis de mettre en évidence sur le flanc oriental de la cordillère cette présence amazonienne qui remonte donc le long de la cordillère, avec des sites comme le site de Sangay, par exemple, dont vous voyez ici des photos prises par le LIDAR. Juste pour vous donner un petit aperçu, le site de Sangay, on le connaît depuis les années 70. On avait mis en évidence la présence de 200 plateformes, qui est quand même quelque chose d'important, mais le LIDAR en a révélé 6400. Pour vous montrer un petit peu la densité de construction et probablement de peuplement que l'on avait sur le flanc oriental de la cordillère. Du coup, on révise complètement les théories que l'on avait sur l'Amazonie et ses relations justement avec le monde andin. Regardez ici des plateformes, des restes de plateformes mises au jour par Stéphane Rostin, qui est l'archéologue français qui a le plus travaillé sur ce site, et également les chemins, les artères qui reliaient les différents monticules les uns avec les autres, de véritables villes en réalité. Les descendants de ces populations préhispaniques, on en trouve encore en Amazonie dans des endroits bien particuliers. En Amazonie équatorienne, les Waorani, que vous voyez ici à droite, sont parmi les populations qui ont le plus conservé leur style de vie ancestral. Et les Kofan, dont vous voyez un chaman ici sur la gauche, sont des petites populations du nord du territoire qui elles aussi essaient de préserver leur tradition culturelle. Mais il faut savoir qu'avec le bouleversement supposé par la colonisation espagnole et ensuite par l'arrivée des colons européens, toutes ces populations ont bougé, se sont mélangées, certaines ont disparu, d'autres ont réapparu au cours des siècles, c'est-à-dire qu'aucune population actuelle sur un territoire ne sont les descendants directs des Indiens préhispaniques. Toutes ces populations ont été mélangées et ont été distribuées en fait sur l'ensemble du territoire amazonien. Certaines ont disparu, d'autres ont survécu, mais sous des traits très différents de ce qu'elles étaient à l'origine. Et l'une d'entre elles, que vous connaissez sûrement, a défrayé la chronique dans les années 70. On les appelle communément les Jivaros, mais ces Jivaros, en fait, ce sont les Indiens Shuar et les Indiens Achuar que l'on trouve donc dans l'Amazonie équatorienne, qui ont une tradition dont vous avez sûrement entendu parler, qui est de réduire les têtes. Et voyez ici ces photos dans les musées, dans quelques musées, dont ceux que nous visitons quand nous allons en Équateur, on va trouver effectivement ces têtes réduites représentées.
où on voit encore très bien le nez, la bouche, les yeux, les cils, même la pigmentation de la peau, les poils sur le visage, les cheveux, regardez, extrêmement denses. Ces traditions-là qui ont existé jusque dans les années 40-50, qui maintenant n'existent plus, mais les Indiens n'ont pas perdu la main et continuent de s'entraîner sur les têtes de paresseux, par exemple. Mais sauf que la recette de réduction de ces têtes ne nous est pas connue. Ce sont des mélanges très savants et un savoir-faire de la part des Indiens qui est resté en fait très secret jusqu'à nos jours. Donc l'arrivée des Espagnols va forcément bouleverser complètement le mode de vie de ces anciennes populations préhispaniques, pré-Inca et Inca. La ville de Quito, par exemple, à ce titre, est un endroit assez intéressant pour découvrir l'art colonial et l'influence espagnole à l'époque de la colonie, donc dès la moitié du XVIe siècle. On sait que la ville de Quito a été occupée par les Incas qui ont construit des bâtiments. Les Espagnols vont les détruire, récupérer des pierres et construire leurs propres palais et leurs propres églises. Ici, vous avez une représentation de la cathédrale qui domine en fait la place de l'Indépendance, qui est la grande place de réunion du centre de la ville de Quito. La cathédrale a été en fait plusieurs fois construite et démolie par des tremblements de terre, parce que l'activité là-bas sismique est très importante. Donc, on a en fait une cathédrale qui est beaucoup plus récente, hein, qui date en fait de la fin du 18e, hein, début du 19e, et qui, à l'intérieur, en fait, est très moderne, puisque plusieurs fois détruite par des tremblements de terre et plusieurs fois reconstruite. Celle qui est beaucoup plus ancienne et qui a gardé sa tradition baroque, c'est l'église de San Francisco. L'église de San Francisco, regardez la façade, donc elle est assez dépouillée, assez simple, mais l'intérieur de l'église est absolument extraordinaire. En plus, elle a été rénovée il n'y a pas très longtemps, donc on a nettoyé toutes les moulures, toutes les décorations en or. Le chœur est fait d'un magnifique rétable de bois de cèdre recouvert de pain d'or, recouvert de feuilles d'or, mais admirez le toit, la partie des arches de chaque côté, c'est une débauche de richesse et d'or, on en prend vraiment plein les yeux, c'est extraordinaire, et surtout le sol était en bois, et lors de la restauration, on a refait le sol, mais on a gardé l'originalité du bois, ce qui donne une atmosphère très chaude, très accueillante à l'intérieur de cette église qui est un pur bijou d'art colonial. Mais l'église qui défie alors tous les pronostics en termes de richesse, c'est celle des Jésuites. Elle est plus tardive, elle date du 18e et regardez, il n'y a pas un bout de pan de mur, un bout d'arche, de colonne qui ne soit recouvert de moulures en stuc et recouverte d'or. Donc là aussi, regardez la chaire par exemple dans l'église, c'est une débauche d'or. Elle aussi a été rénovée il y a quelques années, donc on en prend vraiment plein les yeux. C'est l'une des plus belles églises de la fin de l'époque coloniale que l'on va trouver en Amérique latine. Et au nord de Quito, eh bien, on découvre le site de ce qu'on appelle la Mitad del Mundo, la moitié du monde, regardez, qui est un monument bon, assez massif, assez costaud, mais qui retrace l'histoire en fait de ceux qui ont mis en évidence l'endroit où passait la ligne équatoriale. Et il s'agit d'une expédition scientifique, une expédition géodésique qui va se développer à partir de 1735, qui était dirigé, alors, enfin, celui qui est resté le plus connu de cette expédition, c'est Charles-Marie de la Condamine, mais l'expédition était en fait dirigée par monsieur Louis Gaudin, que vous voyez en bas à droite, qui est tombé complètement dans l'oubli, qui était un mathématicien, Charles-Marie de la Condamine était un géographe, Pierre Bouguer était un autre mathématicien et Joseph de Jussieu était un biologiste. Et ces 4 scientifiques mandatés par l'Académie des sciences de Paris vont avoir pour mission de mesurer et de déterminer l'emplacement du passage de la ligne équatoriale afin de savoir quelle était la forme de la Terre. Est-ce que la Terre avait une forme de citrouille aplatie au niveau des pôles ou est-ce qu'elle avait une forme de citron, c'est-à-dire allongée au niveau des pôles? Et pour cela, on va envoyer une expédition à Laponie et une expédition en Équateur. Et on va comparer en fait les résultats des mesures et des relevés topographiques faits par ces 2 expéditions. Celle de la Laponie va très vite
se solder par une réussite de mesure et va durer quelques mois. Celle en Équateur va représenter une véritable aventure humaine, scientifique, puisqu'au lieu de durer quelques mois, elle va durer 9 ans. Et tous n'en reviendront pas. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cette aventure-là, mais lors du voyage, je vous la raconterai beaucoup plus en détail parce que croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce que ces hommes ont fait avec les moyens dont ils disposaient à l'époque, est absolument extraordinaire. À l'heure actuelle, avec les GPS, on sait qu'ils se sont trompés d'à peu près 200 mètres sur le passage exact de la ligne équatoriale. Imaginez un petit peu ce que ça pouvait représenter pour l'époque. Dans la région au nord de Quito, on découvre aussi une des 21 provinces de l'Équateur, la province donc d'Otavalo, dans lesquelles se trouve l'un des volcans emblématiques de la région, qu'on appelle le volcan Imbabura, que vous voyez ici à l'écran, qui est un volcan inactif, mais au pied de ce volcan se trouve le lac de San Pablo, que vous devinez un petit peu à gauche sur la photo, qui est un magnifique lac, et toute cette région est habitée par une communauté qu'on appelle les Indiens d'Otavalo, qui est une communauté d'Indiens actuels très particulière parce que ces gens sont des commerçants, ce sont des grands tisserands qui ont excellé dans l'art de la production textile depuis l'époque préhispanique jusqu'à l'époque actuelle. Les Indiens d'Otavalo vont vendre leur production textile dans le monde entier. Vous allez les trouver en France, en Espagne, en Allemagne. Ils sont là lorsqu'il y a les festivals d'été. C'est eux qu'on trouve en train de jouer de la flûte dans les couloirs du métro à Paris. Ce sont des gens qui exportent leur tradition, leur savoir-faire, et ce sont des Indiens qui bénéficient d'un certain statut social et d'une certaine rentrée d'argent, et qui sont très fiers du coup, qui défendent leurs valeurs indigènes, mais qui en ont les moyens parce qu'ils ont un statut social important. Regardez les femmes âgées qui portent ces colliers. À l'époque préhispanique, ils étaient en or et ils représentaient le statut social de la personne. Maintenant, ils sont faits en plastique parce que forcément, l'or est un petit peu trop cher. Et cette dame à droite qui nous fait des démonstrations justement de l'art du tissage sur les métiers à tisser traditionnels. Donc la visite de la région d'Otavalo est une vraie découverte et surtout un moyen de côtoyer et de se mettre en relation avec ces communautés indigènes tout à fait uniques. Et sur le marché d'Otavalo, eh bien, on a des plantes, on a des légumes, et regardez les cochons, parce qu'on mange beaucoup de porc dans cette région, et on n'hésite pas à afficher en fait le cochon dépecé sous toutes ses formes. Et plus au sud, dans la région toujours de la Cordillère, on a d'autres communautés, mais qui, elles, vivent malheureusement dans une pauvreté plus évidente, plus marquée. Lors du marché des animaux, eh bien, on les voit avec leurs cochons, avec les moutons, avec les vaches, en train de faire du commerce. Ces populations ont gardé leurs vêtements traditionnels, leurs symboles en fait de leur indianité, mais ce sont des gens qui sont beaucoup plus timides, beaucoup plus renfermés que les Indiens d'Otavalo, mais que l'on peut côtoyer aussi lors de la visite des nombreux marchés que l'on a dans les Andes, et chaque marché a lieu un jour de la semaine. Donc nous, on s'arrange toujours pour tomber le jour d'un marché lorsqu'on se rend dans les Andes afin de profiter de la rencontre avec ces populations. Un des marchés, par exemple, celui de Saquicili, nous montre une débauche de légumes, de fruits, puisque, eh bien, grâce au dépôt de cendres des volcans, pendant des millions d'années, la terre dans cet endroit est extrêmement fertile. Mais les Indiens habitent encore dans des habitations traditionnelles. Alors, il faut dire qu'il y en a de moins en moins, puisque maintenant, c'est plutôt la tôle ondulée qu'on utilise et le parpaing. Mais vous voyez ici, par exemple, une habitation traditionnelle de la région de Cotopaxi, qui est faite à base d'itchou, c'est-à-dire de paille andine, qui forme le toit. Mais vous voyez que l'habitation, en fait, elle est faite d'un seul bloc, et à l'intérieur, on a une seule pièce dans laquelle toute la famille réside, qui est à la fois la chambre à coucher, la cuisine, le salon, le lieu de réunion pour tout le monde. La région de Cotopaxi, c'est une des régions les plus touristiques d'Équateur, puisque on a à la fois la présence des communautés indiennes, les marchés, et puis aussi, regardez, c'est le volcan Cotopaxi, 5897 mètres d'altitude quand même, qui est un volcan actif,
qui rentrent parfois en éruption. La dernière éruption a eu lieu juste avant la période du Covid, et le volcan Cotopaxi est toujours placé sous surveillance par les autorités équatoriennes, puisque lors de sa dernière éruption, des coulées de boue étaient arrivées jusque dans la banlieue de Quito, menaçant donc certaines maisons à l'extérieur de Quito. Et nous, dans notre programme, eh bien, nous montons sur ce grand plateau que vous voyez ici, qui permet d'approcher au mieux le volcan Cotopaxi et de faire une petite balade autour d'un lac pour profiter de la vue sur le volcan. Il est très souvent dans les nuages, mais comme vous voyez, les nuages bougent, donc découvrant de temps en temps la partie haute du volcan. On ne sait jamais à quoi s'attendre lorsque l'on va dans le parc de Cotopaxi, parce que, comme un climat de montagne, comme vous le savez, peut être toujours très aléatoire. Et le petit bijou en termes de paysage de la cordillère des Andes en Équateur, c'est la lagune de Quilotoa, qui est en fait une lagune formée naturellement lors de l'écroulement d'une caldeira, d'un volcan actif. Et d'ailleurs, on voit des petites bulles qui remontent encore dans la lagune, qui prouvent qu'il y a des gaz sous la terre qui émergent et qui donc montre l'activité de ce volcan ancien. On ne descend pas au fond, on le voit depuis la partie du haut, mais le paysage, vous le voyez ici, est absolument spectaculaire. Et la couleur de l'eau est extraordinaire aussi et change en fonction du passage des nuages et de l'ensoleillement. Et dans toute cette région de Quilotoa, la particularité, eh bien, c'est de pouvoir observer la façon dont les Indiens, à l'heure actuelle, continuent d'exploiter la terre, et on a ce qu'on appelle les tapis de culture équatorienne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit que très peu au Pérou, sauf dans la région de Cusco, mais pas beaucoup. Ces tapis, regardez, avec des couleurs, des carrés avec des couleurs différentes en fonction des cultures. Et la route que l'on prend pour aller à Quilotoa traverse en fait toute cette partie de tapis de culture qui est d'une beauté incroyable. Là, pour faire des photos et avoir des restes de culture sur des kilomètres environnants, c'est quelque chose de franchement spectaculaire. Et un petit peu plus au sud, en descendant vers Cuenca, eh bien, on aperçoit, quand il veut bien se montrer, le volcan Chimborazo. Je vous dis ça parce que, aussi, lui, très souvent, est dans les nuages. Mais regardez, quand il est dégagé de son cône de nuages, c'est un volcan tout à fait spectaculaire. Lui, par contre, n'est pas actif, mais c'est la montagne la plus haute de l'Équateur, 6310 mètres. Et les Équatoriens disent assez volontiers qu'il s'agit de la montagne la plus haute au monde, puisque depuis le centre de la Terre, puisqu'on est à l'équateur, eh bien, le volcan est beaucoup plus haut que l'Himalaya, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, vous allez me dire, c'est vrai, mais c'est quand même une montagne impressionnante qui domine de toute sa majesté l'ensemble des paysages environnants. Et plus au sud, donc, nous arrivons à Cuenca, qui est donc cette grande ville coloniale dont je vous parlais à l'introduction, où on va voir une cathédrale qui est non achevée, qui date du 19e, qui a été fait en marbre italien, avec un intérieur assez spectaculaire et des coupoles, regardez, faites en azulejos, qui sont de toute beauté. La ville de Cuenca, c'est une ville très tranquille, une ville à consonance espagnole coloniale, dans laquelle on peut se promener, se balader en toute tranquillité, en toute sécurité, avec beaucoup de constructions espagnoles, avec des petits balcons de bois. C'est absolument charmant. Et c'est aussi la ville dans laquelle on fabrique les fameux chapeaux de Panama, parce que les chapeaux de Panama ne sont pas faits au Panama, ils sont faits en Équateur avec une paille qu'on appelle la paratoquilla, qui vient des plaines tropicales, et on les appelle les chapeaux de Panama tout simplement parce que Roosevelt portait ces chapeaux lors de l'inauguration du canal de Panama, et c'est de là que vient le nom de chapeau de Panama, mais en réalité ce sont des chapeaux qui viennent de la région de Cuenca. Et puis pour finir, eh bien, je vous emmène aux Galapagos pour juste avoir un petit aperçu de la richesse de ces îles, donc situées au large de l'équateur, à environ 1000 km de la côte pacifique, qui s'étendent sur environ 8000 km carrés de superficie. On va trouver 5 grandes îles que vous voyez ici à la carte, donc c'est traversé aussi par la ligne équatoriale. On a 14 petites ou moyennes îles, 42 îlots et 26 rochers. Et les îles Galapagos, eh bien, c'est une formation complètement volcanique. Vous voyez à droite, par exemple, le schéma qui vous montre ce qu'on appelle des points chauds. Des points chauds, ce sont des résurgences magmatiques qui viennent du noyau terrestre, qui vont
arriver donc à traverser la croûte terrestre pour former un volcan, sauf que le point chaud, lui, il est fixe, mais la plaque tectonique, elle, elle bouge. Donc, si bien que, en fait, le point chaud va, la plaque se déplaçant, le point chaud va affecter différents endroits de la plaque, comme vous voyez le système ici à droite, si bien qu'entre l'île de Saint Cristobal qui est à droite et l'île d'Isabella qui est à gauche, eh bien, la plaque s'est déplacée et a formé des îles au cours du temps. L'île de Saint Cristobal est la plus ancienne et les volcans sont inactifs, alors que sur Isabella, qui est un peu la forme d'un hippocampe, hein, comme vous le voyez ici à gauche sur l'écran, eh bien, on va trouver toute une série de volcans qui culminent quand même à plus de 1300 mètres d'altitude et qui sont des volcans encore actifs. En fait, c'est l'île de Fernandina, qui est la dernière à gauche, qui a les volcans les plus actifs à l'heure actuelle. La particularité des Galapagos, comme je vous disais en introduction, c'est qu'il s'agit d'un archipel qui n'a pas été occupé par l'être humain. Il n'y avait que les boucaniers, que les pirates qui passaient par là, qui capturaient quelques tortues géantes pour les emmener sur les bateaux pour se faire une réserve de nourriture, mais personne ne s'est jamais installé sur les Galapagos jusqu'à ce qu'on les découvre en 1535. C'est l'évêque du Panama qui s'appelait Thomas de Berlana qui, lors d'un voyage entre le Panama et le Pérou, son bateau a été poussé beaucoup plus au large que prévu et il va découvrir au milieu de la brume ces magnifiques îles qu'il va appeler les îles Encantadas, ça veut dire les îles enchantées, probablement parce qu'il a eu une vision de ces territoires qui apparaissaient au milieu de la brume, qui devaient être spectaculaires, et qui trouveront le nom de Galapagos, qui viendra en fait de la forme des carapaces de tortues géantes que l'on trouve dans certaines îles. La particularité des Galapagos, c'est qu'elles ont été peuplées par des animaux venus du continent d'une façon ou d'une autre, qui ont donné naissance en fait à des espèces qu'on qualifie d'endémiques, puisque isolées de tout, eh bien, ces espèces vont se développer selon l'environnement dans lequel elles vont se trouver et s'adapter à l'environnement qui va être le leur. Voilà une des photos les plus connue des îles Galapagos, l'île de Saint-Barthélemy. Vous voyez ces très jolies criques naturelles. Et donc, les espèces que l'on va trouver sont à 90% des espèces endémiques, comme par exemple ici ce magnifique iguane terrestre, regardez, qui a une très jolie couleur jaune orangé qu'on ne trouve que sur les îles Galapagos, ou bien cet iguane marin qui à l'origine était un iguane terrestre, mais qui a trouvé beaucoup plus intéressant d'aller chercher sa nourriture au fond de l'eau et qui est devenu marin. Sa couleur noire, regardez, est très caractéristique, même si parfois sur l'île d'Espagnola, et justement, la croisière que nous vous proposons pour cette année se rend dans cette île. Et j'en suis ravie parce que c'est là que l'on a la variété d'animaux la plus spectaculaire. Et notamment, regardez, des iguanes roses et vert, qui est vraiment tout à fait exceptionnel. Et ces iguanes marins roses et verts, on ne les trouve que sur l'île d'Espagnola. C'est ce qui va servir, bien sûr, à Darwin plus tard pour élaborer sa théorie de l'évolution des espèces. Regardez les otaries, donc on a les otaries à un poil, les otaries à deux poils, qui sont des otaries qui, elles, viennent du continent, qui n'ont pas évolué au cours du temps, qui gardent les mêmes caractéristiques physiologiques, mais qui ont trouvé au Galapagos un environnement tout à fait propice pour se reproduire et se nourrir en quantité importante de poissons. Regardez les bébés otaries. Alors, on peut nager au Galapagos avec les espèces marines et nager avec les bébés otaries, croyez-moi, c'est un grand moment. Quant au petit crabe, regardez s'il est mignon. Ça, c'est un crabe endémique avec une couleur rose, je dirais rouge, jaune, parfois bleu également. Alors, on les voit de très loin sur la lave parce qu'ils tranchent avec la couleur de la lave. La mouette à queue d'aronde, qui est la particularité d'avoir un œil cerclé de rouge qui lui permet de voir la nuit, d'avoir une excellente vue nocturne, qui est encore une autre espèce endémique des Galapagos. Et puis alors, je dirais, les espèces les plus emblématiques, ce sont les fous et toutes les variétés de fous. Les fous à pattes bleues que vous voyez à gauche, les frégates mâles et femelles, mais les mâles vont avoir un jabot qu'ils vont gonfler pour attirer les femelles. Et au mois d'avril-mai, c'est l'époque de reproduction, donc on a
On peut les contempler dans différentes îles et c'est tout un spectacle. La parade nuptiale des fous à pattes bleues, croyez-moi, ça aussi, ça vaut le déplacement. C'est une véritable danse qui est organisée entre le mâle et la femelle. Et on a les fous à pattes rouges, regardez, une autre espèce que l'on trouve sur d'autres îles avec une couleur bleue autour des yeux, mais regardez les pattes qui, elles, effectivement, sont bien rouge. Et le fou masqué, ou le fou de Nazca, qui est une autre espèce aussi. Vous voyez les photos, ces photos sont les photos que moi j'ai prises. On est à même pas 1 mètre des animaux. Et ils vous regardent avec des yeux en demandant quel type d'animal nous sommes et en se posant des questions sur la raison de notre présence, mais sans avoir aucune peur des êtres humains. De même que les tortues géantes, alors ça c'est l'emblème bien sûr des Galapagos, on ne les voit pas dans la nature, on les voit dans des centres de préservation et de réintroduction. Beaucoup de ces espèces ont été menacées. Certaines ont même disparu. Celles qui restent sont vraiment préservées par les biologistes, par les chercheurs. Sur l'île d'Isabella, par exemple, on a des espèces de tortues différentes dans chaque volcan. Dans chaque cratère de volcan, on a des espèces qui sont différentes. C'est pour vous dire à quel point la diversité de ces îles est exceptionnelle, de même que les tortues marines que l'on peut alors là rencontrer très facilement lorsqu'on fait du snorkeling, c'est-à-dire du masque et tuba, lorsqu'on se baigne le long des îles. Et donc, M. Darwin, eh bien, a profité de son séjour aux Galapagos en 1832, alors qu'il était un jeune biologiste et qu'il naviguait à bord du Beagle, pour plus tard, lorsqu'il sera beaucoup plus âgé, élaborer sa théorie de l'origine des espèces. Et c'est grâce au pinson que vous voyez ici sur la photo que M. Darwin va développer sa théorie sur l'évolution des espèces. Il va mettre en évidence, regardez, toute une variété de pinsons avec un bec différent. Chaque bec est adapté en fait à une fleur différente que ces pinceaux vont aller butiner. Et c'est de là qu'il va développer en fait la théorie de l'adaptation des espèces à leur milieu et à leur écosystème. Et les Galapagos, pour cela, eh bien, c'est le plus bel exemple que l'on peut avoir dans le monde entier d'évolution des espèces par rapport à un écosystème donné. Darwin ne va rester que 3 semaines aux Galapagos. Il va rester très peu de temps, mais ce qu'il va voir, les notes qu'il va prendre, les observations qu'il va faire, lui serviront plus tard de support pour l'élaboration donc de son livre mondialement connu et de sa théorie qui, bien sûr, se diffusera par la suite dans le monde entier. Donc, à bord du bateau, eh bien, on fait toute cette croisière à travers des petits îlots ou certaines des grandes îles. Beaucoup de territoires des Galapagos sont protégés et interdits au tourisme pour protéger justement cette faune. On est dans un écosystème extrêmement fragile et ce qui explique aussi je dirais, le prix élevé du voyage, c'est que l'Équateur a décidé de limiter par l'argent l'accès à ces îles. Donc, c'est-à-dire que les tarifs d'entrée sont très chers et également la croisière qui permet de naviguer, qui a un coût très important. Et chaque année, l'Équateur augmente le coût du voyage dans les Galapagos pour limiter justement la quantité de visiteurs et protéger au maximum cet écosystème. Donc il y a beaucoup de règles sur les îles, on doit marcher sur des chemins qui sont délimités, on ne peut pas marcher sans un guide. Bon, voilà, il y a des tas de petites règles à respecter, mais qui sont tout à fait basiques et tout à fait compréhensibles, mais qui n'empêchent pas de profiter de cet univers. C'est comme si on revenait un petit peu au matin du monde en réalité. Donc c'est une découverte absolument extraordinaire. Et voilà, j'ai pas résisté au plaisir de vous montrer ce joli petit museau d'otarie que vous êtes souvent obligé d'enjamber lorsque vous arrivez sur les plages au Galapagos, tellement il y en a partout. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis j'espère vous retrouver bientôt pour ce beau voyage en Équateur. Merci Blandine, c'était super, ça donne vraiment envie d'y aller. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, Blandine et moi. On se fera un plaisir de vous y répondre. Je vous ai mis aussi dans le chat donc le lien du site internet pour voir le voyage, si vous avez envie d'en connaître un peu plus, de voir un petit peu plus le programme détaillé. Il y a des questions. Alors, Sylvie nous demande comment sont perçus les Européens par rapport à la population. On est très bien perçus, surtout les Français.
On est assez représenté en Équateur. Il y a beaucoup de Français qui visitent ce pays. Les Équatoriens sont des gens charmants, sont des gens extrêmement accueillants. Qui n'hésitent pas à entamer le dialogue et à converser. Donc, on est toujours très, très bien reçus. Ceux qu'ils aiment un petit peu moins, on va dire, ce sont les gringos, ce sont les Nord-Américains. Donc, il faut toujours bien spécifier qu'on est français, ça passe beaucoup mieux. Mais encore une fois, bon, c'est pas bien méchant non plus. J'ai vu qu'un monsieur demandait à propos de la sécurité sur place. Alors, c'est vrai que l'Équateur a connu récemment des vicissitudes en termes de sécurité à cause de l'importance que prennent les narcotrafiquants dans le pays et des incidents qui ont lieu dans la région de Guayaquil. Sachez que le ministère des Affaires étrangères qu'Intermed suit avec beaucoup d'attention et Intermed respecte les consignes, ne nous interdit absolument aucun lieu en Équateur. La région de Guayaquil est la région la plus surveillée et la plus instable, on va dire. Donc, à Guayaquil, la raison pour laquelle nous ne faisons pas de visite de Guayaquil à proprement parler, mais tout le reste dans les Andes, la ville de Quito, la ville de Cuenca, sont des lieux qui, pour l'instant, sont tout à fait ouverts à la visite et aux touristes. Il n'y a aucune restriction et pas vraiment de danger. Les touristes ne sont pas des cibles de toute façon pour ces gens-là, simplement qu'il peut y avoir des conflits parfois pour lesquels effectivement la situation peut dégénérer. Mais en tous les cas, pour tous les lieux qu'on vous propose pendant le voyage, à l'heure actuelle, tout est calme et on peut circuler sans problème. Eh ben, merci Blandine. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois personne écrire. Donc, tout le monde t'a trouvé super. Franchement, cette présentation était très bien expliquée. Merci. Merci à tous et à toutes. On n'a toutes. pas eu d'autres questions pendant le chat. C'est que tout était clair. Merci beaucoup. Ben, écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site d'Intermed pour avoir plus de précision ou de revoir le replay tranquillement chez vous et puis de vous pencher un peu plus en détail sur les prestations de ce voyage. Et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci Blandine, bonne journée à tous. Merci Estelle, merci, bonne journée à toi, bonne journée à tous. Merci, au revoir.